C'est parti? Je peux commencer à parler, je peux dire bonjour, bienvenue à ce troisième LAO Talk que j'ai le plaisir de vous présenter à propos de la fusion nucléaire. Sujet très intéressant s'il en est. J'ai des choses à annoncer ou pas? Ou je peux y aller directement? Non, go. Parfait, et c'est parti. Tu peux t'asseoir là, Flo, si tu veux. Non, je m'assois. C'est plus marrant. Flo, je suis fâché tout rouge. Il fallait que je puisse la placer. Voilà, ça c'est coché. J'ai fini. Ok, on va commencer. Le programme d'aujourd'hui, c'est simple. Quoi? Non. Le programme est simple. On va voir un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche et les applications pratiques de la fusion nucléaire. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va pas parler de la fusion, de l'avant-fusion. On va pas parler non plus de la forte fusion. On va pas non plus parler, vous avez peut-être vu cette petite image déjà, de la fusion dans Dragon Ball. Ce dont on va parler, c'est de la fusion nucléaire, donc aussi appelée fusion thermonucléaire, parce qu'elle dégage de la chaleur, et qu'il a besoin de chaleur pour arriver, et qui se produit donc essentiellement à l'intérieur des étoiles, comme ça doit être le Soleil. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être le Soleil. Et pour commencer, donc on va voir un peu, grosso modo, la fusion nucléaire, c'est, je vais lire, un processus où deux noyaux atomiques légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Presque simple. On a deux noyaux atomiques légers. Donc ici on a du deutérium et ici on a du tritium, c'est expliqué ici. Ces noyaux atomiques, donc on parle de noyaux, on ne parle pas des atomes complets, il n'y a pas d'histoire d'électrons. Ils ont un proton et un neutron pour le deutérium, et lui il a un proton et deux neutrons. Et en gros la fusion nucléaire, c'est le processus qui va à partir de ces deux noyaux, d'où le nucléaire, deux noyaux, il va en fait nous en rester qu'un seul, qui va être un noyau d'hélium, avec deux protons et deux neutrons. Je pense que du coup j'ai un peu pété mes slides. Donc ouais, comme je vous disais, un proton, un neutron, c'est le deutérium. Un proton, deux neutrons, c'est le tritium, et ça nous donne, voilà, ce noyau d'hélium. Alors, pour ceux qui savent faire un peu des maths et qui ont bien regardé le schéma, on peut remarquer que, en fait, si on fait le calcul là, des protons et des neutrons, à la fin on a un neutron en plus. Ok, ce neutron-là, donc c'est celui-là, pour ceux qui avaient bien regardé le schéma tout à l'heure, et il est un peu tout seul, et on verra un peu tout à l'heure à quoi qu'est-ce qu'il va faire dans la vie un peu plus tard, à quoi il peut servir dans la fusion nucléaire. Voilà, donc ça c'était le qu'est-ce que c'est la fusion nucléaire, donc c'est en deux noyaux, ça peut être là on parle de noyaux légers, parce que c'est plus facile de faire fusionner deux noyaux légers, il faut moins d'énergie, mais on peut faire fusionner théoriquement, j'imagine, plus ou moins n'importe quel couple de noyaux, paire de noyaux, on va dire. Mais il faut plus ou moins d'énergie. Plus le noyau a de protons et de neutrons, plus il faut d'énergie. Parce que donc, comme je disais tout à l'heure, vu qu'on parle de noyaux atomiques, on n'a pas de charge négative liée aux électrons. Et, comme vous vous en souvenez sûrement de vos cours de physique du lycée ou même du collège, au niveau des charges électriques, les opposés s'attirent et les charges de même signe se repoussent. Donc là, en l'occurrence, pour nos noyaux, on a deux charges positives, d'accord, qui vont se repousser. C'est ça, fusion de noyaux. On a deux charges positives qui vont se repousser en fait par une force qu'on appelle la répulsion électrique. Du coup, c'est ça qui rend la fusion compliquée en fait. Enfin, c'est une grosse partie de ce qui rend la fusion compliquée, c'est que cette force, elle est très forte. Voilà, je l'ai dit. Et pour la compenser, on va dire, pour forcer les noyaux à fusionner, il va nous falloir une autre force, qui en général sera l'énergie cinétique, qui va nous permettre en fait d'injecter assez d'énergie dans le système, parce qu'au final, une fusion, on va considérer ça comme un système, qui va nous permettre d'injecter assez d'énergie dans le système pour permettre la fusion nucléaire.
La barrière coulombienne. Alors, la barrière coulombienne, qu'est-ce que c'est? C'est pas la frontière de la Colombie. C'est plus un truc qui est en rapport avec la loi de Coulomb. Alors, Coulomb, c'est pas Christophe Coulomb, c'est Charles-Augustin Coulomb. Il est français. Voilà, pour info. Et c'est un gars, en fait, qui a découvert la loi de Coulomb, qui, en fait, définit, alors je vais pas vous expliquer en détail parce que je n'ai pas compris, mais qui va définir le niveau d'énergie cinétique, justement, nécessaire à la fusion nucléaire. Et cette barrière coulombienne, elle est très difficile à franchir parce qu'il faut énormément d'énergie cinétique, comme je le disais juste avant. Heureusement, pour ceux qui savent lire, c'est marqué dans le cadre de la mécanique classique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a plusieurs types de mécanique. Donc il y a la mécanique classique, c'est les trucs avec genre Newton, par exemple, donc Newton, la pomme, tout ça, rien à voir avec Apple. Et on a la physique quantique. Vous connaissez un peu la physique quantique? Viteuf. La physique quantique, c'est un peu, c'est le troll face de la physique. C'est génial. Et on peut faire des tas de trucs. Et notamment, en fait, les trucs les plus connus de la physique quantique, moi j'adore, c'est primo, ça tout le monde doit connaître, la dualité onde-particule. C'est la loi de la physique quantique qui dit que la lumière est à la fois des particules et une onde. Okay, il y a des expériences super sympas, genre les formes de Young, ça pourrait être l'objet d'un autre Hello Talk, super intéressant. Ouais, c'est ouf. Un autre truc super connu, c'est le chat de Schrödinger, qui est souvent mal connu. Moi, mon préféré, c'est celui-là, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit que la mesure d'un système influe sur son état. C'est assez coolos. La téléportation quantique, alors attention, c'est pas de la téléportation de matière, c'est de la téléportation d'information. À savoir que deux particules quantiques, en fait, les particules quantiques en général, possèdent un certain nombre de propriétés, dont une propriété qu'on appelle le spin, qui peut être vu comme une espèce de valeur de bit, en gros, sauf qu'il y a plus que 0 et 1, il y a plusieurs valeurs. Et en gros, des particules qu'on appelle jumelles en physique quantique, qui sont générées de toute façon compliquée, quand une change d'état, l'autre change d'état immédiatement, peu importe la distance entre les deux particules. Donc ça, c'est le genre de trucs un peu barrés de la physique quantique, qu'on ne comprend pas, et qui font qu'il y a des trucs incroyables qui sont possibles, genre l'effet tunnel, qui nous intéresse plus particulièrement, c'est pour ça que j'ai entouré, parce qu'il va nous permettre, en fait, de passer outre la barrière coulombienne. Alors, petite séance de lecture, l'effet tunnel désigne, attention c'est compliqué, la propriété que possède un objet quantique, de franchir une barrière de potentiel, donc ça c'est la barrière coulombienne, même si son énergie est inférieure à l'énergie minimale requise pour franchir cette barrière. C'est un cheat code. Exactement, merci. L'effet tunnel, c'est le cheat code de la fusion nucléaire. Et moi je trouve ça génial parce que, en gros, en fait, quand j'ai lu la page Wikipédia, donc les gars ils disent voilà, barrière coulombienne, machin, et on peut passer outre grâce à l'effet tunnel. Donc là je me dis, bah, trop bien, je clique, ça doit être un truc génial, genre trop malin quoi. En fait non, c'est juste, bah, en physique classique on peut pas, en physique quantique on peut, parce qu'on peut. Et, voilà, donc la physique quantique c'est génial. Je suis quand même allé plus loin pour essayer de comprendre l'effet tunnel, et en gros, en fait c'est de pire en pire. Parce que la vraie explication de l'effet tunnel, c'est une histoire de probabilité. Sachant que les probabilités, en fait, c'est ce qui régit une grosse partie de la physique quantique. Grosso modo, n'importe quel... En fait, les particules ont des probabilités d'être à des endroits, et en gros, ce qui se passe avec la fusion nucléaire, c'est que si ta particule elle a une certaine probabilité d'être au bon endroit pour que la fusion intervienne, c'est comme si elle y était, en fait, plus ou moins. Voilà. C'est comme si je disais, l'exemple assez courant qu'on prend pour expliquer ce genre de choses de la physique quantique, c'est que, par exemple, si j'essaie de traverser le mur, là, genre, là je peux pas, mais il y a un moment, en fait, j'ai une probabilité quantique d'y arriver. Donc si j'essaye assez longtemps, normalement, et à un moment, je devrais passer à travers le mur. Voilà. C'est la physique quantique. C'est assez intéressant. Donc l'effet tunnel, on va dire, ok, c'est d'accord, ça marche. Et du coup, on a une deuxième contrainte, maintenant qu'on a éliminé
façon assez maligne, la barrière de Coulomb, c'est la contrainte de la température. C'est qu'il va nous falloir en fait des températures qui sont très élevées pour pouvoir permettre la fusion nucléaire. En gros, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est la température, j'ai pas préparé de slide là-dessus, mais je vais vous l'expliquer quand même. En gros, ce qui définit la température d'un système de particules, molécules, pas très rigoureux scientifiquement ce truc, il ne faut pas m'en tenir rigueur, mais en gros, la température, c'est une mesure de l'entropie d'un système. L'entropie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça quand vous avez fait des SHA-1 ou des random machins en PHP, par exemple. L'entropie, c'est un peu le niveau de bordel d'un système, en gros. Et finalement, dans un système de particules, l'entropie, c'est ce qui va définir, genre, plus les particules, elles bougent, plus il y a d'entropie. Et donc, plus il y a de chaleur. Un système qui est très froid, les particules sont pas immobiles, mais elles se déplacent beaucoup moins vite qu'un système qui est très chaud. D'accord? Donc, en gros, ça va nous permettre de donner de l'énergie cinétique aux particules. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Pareil, pour information, la température à la surface du Soleil, c'est 5750 degrés Kelvin. Quoi? Kelvin. 5750 Kelvin, voilà, merci de me corriger. Sachant que la fusion nucléaire, c'est pas à la surface du Soleil, ça se déroule au cœur du Soleil. Au cœur du Soleil, la température, c'est 15 millions de Kelvin. 15 putain de millions. Ça aurait été plus facile avec une télécommande. Arrêtez de me... Hein. Voilà, 15 putains de millions de Kelvin. Pour info, en Celsius, ça fait à peu près la même chose. Parce que la différence entre les Kelvin, la basse température, c'est important, mais haute température, parce que c'est un truc plus ou moins linéaire, enfin, voilà. C'est pas une conversion proportionnelle. Quoi? Non. Ah, c'est vrai? C'est pas plus ou moins, ça l'est. C'est pas exactement. Oui, ouais, c'est linéaire. Je croyais que c'était le plus ou moins la même chose. Voilà. Plus ou moins, ouais, c'est linéaire. Fahrenheit, c'est un peu bizarre, mais Kelvin, c'est linéaire. C'est genre moins 200 degrés, c'est ça, un truc de genre? 73,15. Voilà. C'est la culture, Alexandre. C'est la culture. Bref, donc 15 millions de Kelvin, ça fait quand même une... En fait, c'est tellement chaud que j'ai pas trouvé d'image rigolote pour illustrer la chaleur que c'est. C'est plus chaud que... Voilà, c'est plus chaud. Et là où ça devient assez impressionnant, c'est que en fait, le Soleil, c'est pas une très grosse étoile au final. C'est pas un truc sur l'astrophysique, mais le Soleil, c'est pas une très grosse étoile. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil. Quoi? Arrêtez. Et on en reparlera plus tard. C'est pas une très grosse étoile. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses. Pour info, la fusion nucléaire dans le Soleil, c'est c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'hydrogène, c'est la fusion d'hydrogène qui donne de l'hélium à la fin. Donc c'est des noyaux légers. Il y a des étoiles dans lesquelles il y a la fusion de noyaux beaucoup plus lourds que ça, et dont la température du cœur atteint genre 15 millions de Kelvin, on est bien quoi. Tu vois. Donc c'est assez fou. Une des conséquences de la fusion nucléaire, la seule à laquelle on va s'intéresser au final, enfin une des deux, c'est l'émission de particules. Je vous avais dit qu'on allait se réintéresser aux neutrons Forever Alone de tout à l'heure. Et c'est le moment où on va le faire. En gros, donc, la fusion, si on résume, on a notre deutérium, notre tritium. Ça nous donne en fait un isotope instable de l'hydrogène, donc avec 3 neutrons et 2 protons. Et comme c'est pas stable, il faut qu'il y en ait un qui s'en aille. Le maillon faible un peu du noyau. Voilà, c'est pour ça qu'on a une particule en fait qui se barre. Et si vous êtes observateur, et d'ailleurs, c'est plutôt bien que les chiffres soient les mêmes là, parce que c'est pas le même schéma. Donc ça valide un peu. Si on reprend ce schéma-là, donc notre neutron, il se fait expulser, et en fait, ça dégage de l'énergie, grosso modo. L'énergie qui est dégagée, en fait, elle est partagée entre
la particule qui est émise et notre nouveau noyau. En l'occurrence, on a vachement plus d'énergie qui est dans notre onde qui est tout seul là, parce qu'on a 14 méga électronvolts. Alors c'est quoi un MEV? C'est un méga électronvolt. C'est un super héros. Alors, c'est pas un Pokémon, c'est pas un super héros non plus. Putain, je savais que j'avais oublié un truc. C'est une unité de mesure d'énergie. Voilà, l'électronvolt, en tout cas, c'est l'unité de mesure d'énergie, donc le méga électronvolt, c'est l'unité d'énergie plus balèze. Et en gros, voilà, c'est peut-être un peu rude, mais en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la fusion nucléaire, donc au final, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de deux noyaux, légers ou pas, en général c'est léger, qui émet une particule et qui dégage de l'énergie, qui est retranscrite en fait souvent sous forme de chaleur, au final. Et la chaleur, c'est assez pratique pour, comment on dit, c'est quoi le mot, évacuer. Et ouais, évacuer l'énergie, tout simplement. Voilà, alors du coup, on est rendu quelle heure? Bon, on est bien. On est bien. Les applications pratiques de la fusion nucléaire. Ça va aller assez vite, parce qu'il n'y en a pas énormément, malheureusement. Alors, on ne fait pas d'électricité avec la fusion nucléaire. Pas encore. Pas encore. On en fait avec la fission. Oui. La fission, c'est l'inverse. On prend un noyau, on l'éclate. C'est beaucoup plus facile à contrôler. On a quelques pistes pour créer de l'électricité, de l'énergie, globalement, de façon maîtrisée avec la fusion nucléaire. Sachant que la difficulté, au final, c'est que le bilan énergétique de la réaction soit positif pour nous. C'est ça qui est compliqué. Du coup, là, il y a des gens qui travaillent sur des systèmes à confinement magnétique. Donc, en gros, on utilise les propriétés électriques du noyau pour créer un espèce de champ électromagnétique qui va compresser les noyaux, okay, jusqu'à ce qu'ils fusionnent. Et on a le confinement inertiel, désolé pour la faute de frappe, j'ai complètement oublié ce que c'est. Voilà. J'ai l'inertie pour rassembler les noyaux. Je pense qu'il y a une histoire d'accélérateur. Ouais, peut-être une histoire de trucs sous vide, de machin. Mais en gros, c'est les deux seules pistes qu'on a. Ça marche pas forcément terrible. Il y a une initiative internationale qui existe, qui s'appelle ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Je ne vais pas vous le décrire en détail, vous pouvez en dire plus ici. C'est une initiative qui est assez controversée, parce que bon, ça reste du nucléaire, et en gros, la communauté est assez partagée entre c'est génial, ça va marcher, on y croit trop, et vous êtes fous, ça marchera jamais, on va tous mourir. Moi, j'ai pas d'avis encore sur l'histoire, mais bon, c'est vrai que... Donc au final, si on résume, globalement, le seul truc qu'on sait faire avec la fusion nucléaire, c'est des bombes. Et c'est un peu triste, voilà. Parce que, en fait, c'est quand même une réaction qui a énormément de potentiel, qui, finalement, c'est un peu le carburant de l'univers, quoi. Parce que les étoiles, c'est ce qui se passe à l'intérieur des étoiles pour la création des étoiles, qui peut mener à la création peut-être de la vie, c'est jamais. Et donc on travaille pas mal là-dessus, mais voilà, en attendant, le seul truc qu'on sait faire, c'est ça. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Sur une note positive. Sur une note extrêmement positive, mais c'est quand même super intéressant, au-delà de... si on fait abstraction des possibilités pratiques plus ou moins inexistantes. Oui. Pas une question, mais un petit ajout. Oui. Dans les étoiles, qui fait que les atomes fusionnent, qui fait une force pour combattre la répulsion électromagnétique, c'est la gravitation. C'est peut-être ça le truc du confinement inertiel. Il y a peut-être un rapport. Mais excellente remarque. Je ne sais pas du coup si on a entendu, donc je vais répéter. Une des choses qui permet la fusion nucléaire dans le noyau des étoiles, c'est effectivement la gravité qui font finalement s'effondrer les noyaux sur eux-mêmes. Le confinement inertiel électrostatique.
Voilà. Il triche, il a Wikipédia. Ouais, tu triches. Moi, je l'avais hier, j'aurais dû tricher. Est-ce qu'il y a d'autres, si vous voulez discuter plus avant de la fusion thermonucléaire, parce que... Oui. Est-ce que c'est la particule qui s'échappe de la fusion qui crée les réactions en chaîne dans les bombes Bah en fait, ouais, il y a une partie de ça, je pense. Il y a aussi le fait qu'en fait, c'est l'énergie qui est dégagée qui crée la réaction en chaîne. Parce que c'est elle qui permet la fusion des autres noyaux autour. Donc une fois que tu en as un qui explose, c'est plus facile qui fusionne, c'est plus facile pour les autres de fusionner jusqu'à ce que effectivement tu aies la réaction en chaîne. Voilà. D'ailleurs, mais tu es sûr que c'est la fusion pour les bombes thermonucléaires? Absolument. Ah, effectivement, là au milieu, on voit bien la fusion. Ouais, non, c'est Oui, il y a les deux. Oui, tu as des bombes à fusion. La réaction en chaîne, c'est la fission. Hein. Mais après, le truc, c'est pas. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Après, je voulais pas juste dire les explosions, c'est la fusion. Je voulais dire le seul truc qu'on sait faire avec la fusion, c'est des explosions au final. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on peut faire des bombes avec de la fission aussi. Ça marche. Tout ce qui dégage globalement de l'énergie, on peut faire une bombe avec. On est assez fort à ce genre de truc. Ce qui est un peu. Oui. Dans une fusion, apparemment, il y a un dégagement d'énergie. Tout à fait. Pour la créer, cette fusion, quelle est à peu près la proportion d'énergie à fournir pour en créer une et est-ce que... Je ne sais pas du tout. Je sais pas. J'imagine que s'il s'intéresse à la fusion pour en récupérer une énergie, il y a quand même un bootstrap au départ pour l'initier. Si t'as tu dois injecter de l'énergie, je ne sais pas combien c'est. En fait, tu dois injecter de l'énergie pour démarrer la procédure. Une fois que c'est lancé, ça s'auto-alimente. C'est ça. C'est ça le risque en fait de la fusion. C'est que tu peux pas vraiment la contrôler une fois que tu as effectivement injecté l'énergie de départ. Que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Mais je crois que dans les bombes thermonucléaires, il doit y avoir des TNT dedans ou un truc du genre, j'imagine. Je suis pas non plus un expert en bombes. Ça m'étonnerait. Mais oui, il y a effectivement. C'est pas magique, quoi, on va dire. Voilà. D'autres? Sur le live, on a des trucs ou tout le monde s'en fout? Il y a quelqu'un qui demande combien de gens il y a dans ta tête. Combien de gens il y a dans ma tête? Ça dépend des jours. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a pas mal. Est-ce qu'il fusionne? Est-ce qu'il fusionne? Ça dépend des jours. Non, mais après, s'il n'y a plus de vraies questions, moi je voudrais juste remettre une couche sur le truc que j'avais dit à la fin de mon talk sur le Bitcoin, mais que nos super amis du... C'est l'heure de la coupure de courant. Non que nos amis de youtubeurs n'ont pas pu voir, c'est que, comme vous l'avez vu, je ne sais pas si sur YouTube vous avez bien vu le tweet de Thomas qui est passé tout à l'heure. C'est toi qui as tweeté? Tout à fait moi, oui. Qui disait super, Igor Mida il connaît super bien son sujet, de façon tout à fait ironique. Non, c'était Alexandre. Effectivement, c'est pas un sujet que je maîtrise, comme on l'a constaté. Et ce que j'ai dit la dernière fois après le talk sur les bitcoins, c'est que si moi j'arrive à faire un talk, même pas très long, sur un sujet que je connaissais pas encore il y a 2 jours, n'hésitez pas vous à faire des talks sur des sujets que vous connaissez, parce que c'est pas si dur que ça. Et que le syndrome de l'imposteur, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut combattre, parce que voilà, tout le monde peut faire des talks intéressants, tout le monde a quelque chose à dire, même si c'est pas forcément facile. On peut y arriver. Moi, je serais venu avec une blouse et je t'aurais pris pour un docteur en physique quantique. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Merci. J'avais pas ma blouse, elle est au sale. Voilà. Elle est un peu radioactive. Un petit peu, ouais, c'est suite à mes expériences. Donc n'hésitez pas, proposer des Lao Talk à Émeric, il est là. Et proposer des Lao Talk, et c'est cool, il y a une bonne ambiance, on peut faire des blagues, il y a aussi des choses plus sérieuses. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et du coup, la semaine prochaine? Non, pas toi Geoffrey, mais pas moi. Mais oui, la semaine prochaine, c'est l'heure de nominer quelqu'un. Alors bon, j'avais pas d'idée en venant, et puis là j'ai un peu réfléchi, et je me suis dit par rapport aux dernières actus de la sécurité informatique, j'aimerais bien qu'on m'explique
Par exemple, SSL, comment ça marche, pourquoi, comment. Et du coup, ça tombe bien parce que je connais quelqu'un qui est vachement balèze là-dedans, il s'appelle Hervé. Et j'aimerais bien qu'il vienne nous parler du SSL la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, si t'as pas le temps. Voilà. Ça. Bah voilà, t'es invité du coup. Et ben merci à tous, à la semaine prochaine. Et bonne semaine en attendant, ciao ciao.